On n'en parlera jamais assez. Rosine Vieira Soglo, l'ancienne première dame, la première de l'ère du renouveau démocratique, s'en est allée. Eh bien, le monde politique béninois est en deuil, vous l'avez constaté depuis hier, les hommages pleuvent, le chef de l'État, celui du chef de l'État, de certains grands noms de monde politique béninois, le président de l'Assemblée nationale, le chef de file de l'opposition. Et nous, ce matin, on revient à faire plus ou moins le même exercice. Revenir sur le parcours, nous rappeler, nous remémorer le parcours, la carrière et les œuvres de ce grand nom, de cette grande figure de la politique au Bénin, Rosine Vieira Soglo. Pour faire l'exercice avec nous ce matin, c'est bien Laurent Delors-Faton, docteur Laurent Delors-Faton, qui a pris de la distance vis-à-vis de DenTV depuis des mois. Voilà, il revient sur sa décision, voyons. Il est avec nous ce matin. Monsieur Faton, bonjour. Bonjour, monsieur D'abord. Que nous vaut le silence, que nous vaut la distance? Il faut dire que j'ai choisi depuis un moment, depuis environ 6 mois, de ne plus être sur aucun média. Mais je ne peux pas ne pas sortir à l'annonce du décès de Mme Rosine Vieira Soglo. J'avais des raisons personnelles. Cette année a été trop douloureuse pour moi. J'ai perdu un frère. Je n'ai pas fini le deuil quand ma maman est décédée. Et je ne l'ai même pas encore enterré. L'enterrement est pour le 7 août. En tout cas, dans cette ambiance, j'ai préféré carrément prendre une pause par rapport à ma vie. Mais quand j'ai eu votre invitation, après l'annonce du décès de Mme Rosine Vieira Soglo, j'ai dit il y a des événements qui vous font sortir de votre tanière. Elle ne peut pas ne pas me faire sortir de ma tanière parce que je lui dois un hommage mérité. Je l'ai déjà fait une fois par le passé sur d'autres plateaux. Ce n'est pas après ça que je fais, mais je pense qu'il faut encore une fois lui rendre les hommages mérités à son rang. Merci pour cette précision. Face à vous, pour le même exercice, Julien Kansou-Kandé, l'écrivain des plateformes, l'écrivain de tout le temps, l'écrivain quotidien béninois. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Restez avec nous pour faire ce même exercice avec nous, pour nous permettre non seulement de mieux connaître cette grande dame de la figure de la politique béninoise. On débat par vous, Laurent Delors-Faton. Que dire de Rosine Vieira Soglo? Et peut-on vraiment tout dire d'elle? Je pense qu'il faut retenir d'abord une chose. Mémé était têtue. Très têtue. Elle était très engagée. Et jusqu'au boutiste. Et on ne peut pas ne pas lui reconnaître cette qualité qui, à la limite, emmerdait tout le monde. Je dirais qu'elle était une grande emmerdeuse de la République. Elle était celle qui tenait tête à tous les hommes. Elle en a tenu tête à tous les hommes de la République durant les 30 dernières années. Aucun homme n'est passé en dehors de sa verve, de sa colère et de ses attaques. Elle a attaqué tous les grands hommes, à commencer par Tevo Edjile dans les années 90, que le coup n'a pas échappé. On me dit, n'en parlons pas. Le président Boni Yahi, il a eu sa dose. Le président Patrice Talon en a eu aussi la sienne. Tous les grands hommes, que ce soit Bouna Moussou, tous, et son mari, le président Dieudonné Soglo, en a eu pour sa dose. Ça veut dire qu'elle a été cette dame qui, contrairement à l'habitude africaine et béninoise, devrait s'incliner devant les hommes. Elle a affronté tous les hommes. Et je pense que cette qualité est exceptionnelle. D'aucuns diront qu'elle est une Amazone. Mais je pense que plus qu'une Amazone, elle était une reine. Parce qu'une Amazone ne pouvait pas avoir l'audace qu'elle a d'affronter le roi. Mais elle affrontait tous les rois à l'époque moderne. C'est qu'elle était une Amazone d'une envergure exceptionnelle. Je pense que nous avons passé peu de temps à observer la dame parce que nous avons trop accordé d'importance à ces crises de colère, je dirais. Et on n'a pas cherché à savoir réellement qui elle était. Moi, quand vous m'avez invité, je me suis posé une question. Mais elle est l'époux d'un président, mais elle est aussi la mère de 2 présidentes. Parce que c'est Rosine Soglo qui a fait Patrice Talon, qui a fait Boni Yahi. On ne peut pas parler de leur ascension autant économique que politique et oublier Rosine Vieira Soglo.
Parce que dans les années 1990, c'est elle qui a décidé du choix de Boni Yayi et du choix de Patrice Talon dans le monde des affaires. Tout ce que nous savons s'est passé dans les années 90 autour de Patrice Talon, devenu un grand homme d'affaires par la suite. Et tout ce qui s'est passé autour de Boni Yayi dans la cellule macroéconomique à la présidence avant qu'il se retrouve à la BOAD, ceux qui savent que ma maman en était pour beaucoup. C'était des enfants adoptifs. Elle en avait eu deux qui sont ses propres enfants, mais elle a 2 enfants qu'elle a adoptés qui sont devenus des chefs d'État. C'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui à quelqu'un, à une dame qui, en dehors d'être première dame, la première de l'ère révolutionnaire, est la mère de 2 présidents de l'ère révolutionnaire. C'est exceptionnel. Qui a été le terreau de ces 2 présidents. Ces 2 présidents. Parce que quand on dit la mère, ce n'est pas parce que vous les avez enfantés que vous devenez le maire, mais leur ascension dans l'espace public a été... Elle y a contribué. Elle y a contribué énormément. Ils le savent les 2. Ils le savent tous, tout le monde le sait. Si c'est cette dame qui disparaît, je pense que nous avons le devoir, en tant que citoyen, en tant que jeune, en tant que personne attachée à sa mère, de lui rendre un hommage mérité. On ne finira pas de parler d'elle parce que je pense que ceux qui s'occupent de la spiritualité devront davantage savoir ce qu'elle incarnait. Parce que cette dame incarne quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Parce que n'importe qui ne porte pas un homme au pouvoir. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui fait d'un homme un chef d'État. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui est aux côtés d'un homme pour qu'il devienne chef d'État. Elle était là dans sa jeunesse. Elle y est restée jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'a pas disparu. Comme beaucoup d'autres grandes femmes dans le monde entier, ont fini par quitter leur homme avant le soir de leur vie. Elle y est restée. Je pense qu'on aura beaucoup à dire sur elle. Et je rends un hommage mérité à la dame. Merci Laurent Delors-Faton. On y vient. Julien Kansou-Kandé, que dit l'écrivain? Je pense au même titre que le docteur qu'elle est au-delà de la bravoure, l'icône que les femmes d'aujourd'hui doivent suivre si on veut tenter d'aller en politique. Celle qui n'a pas peur de défendre son opinion, son point de vue. Et elle n'a peur de rien. Et ce qui m'a plus marqué est que récemment, en 2019, elle était au marché d'Antokwa avec le président Soglo, son époux, et le président Yayi Boni, quand on a commencé par lancer les gaz lacrymogènes. Et elle est prête, bien qu'elle, en ce temps, elle est déjà devenue aveugle, bien qu'elle ne voit plus, elle est prête à se battre pour ses convictions, pour se battre pour la paix et la démocratie. Donc, si aujourd'hui ou hier, j'ai décidé d'écrire un texte pour me souvenir de son combat, c'est pour dire qu'on ne devrait pas l'oublier, on devait lui rendre des hommages et on doit écrire des livres sur elle dans le but de permettre à la jeune génération d'aller s'abreuver à la source de cette dame qui a incarné beaucoup de choses, qui, à un moment donné, s'est sacrifiée parce que c'est un moment douloureux pour elle. Je disais dans le texte où son fils est en exil en Europe et l'autre a été fusillé, et son époux évacué, et qui devait aussi aller à un procès, et elle seule ici s'est luttée contre le sort, et elle était teinte. Donc ça fait mal qu'elle est partie dans la douleur où elle n'a pas eu la chance peut-être d'être avec sa famille, de sourire, bien qu'elle a donné beaucoup de choses à la nation. Et ce qui me paraît un peu bizarre et difficile est que c'est elle avec son époux, parce que quand le président Soglo disait que l'homme d'affaires Patrice Talon venait se jeter à ses pieds pour dire qu'il fallait le sauver. Il ne voulait pas que le président Dr Yayi refusait et révisait la Constitution. Et on n'a pas fait sa défense, Soglo n'a pas fait sa défense sans l'intervention de cette dame. Mais par-dessus de tout, le 3e âge avancé, et qu'elle est restée seule sans ses enfants. Et ça fait mal, ça fait plus que mal, et elle est partie dans la chair, dans la douleur. Ce sont même des amis internautes qui m'ont dit: Julien, il faut qu'on rende hommage à la dame, parce que je me suis dit, tout le monde allait écrire, si j'écris, ça n'aurait pas avoir de sens. Donc je pense pour ma part que cette
disparition doit nous faire réfléchir et que nous allons nous parler et pour permettre à sa mémoire de se reposer, parce qu'elle disait que même si je ne suis pas là, je vais vous hanter, je vais tirer le pied des gens. Pour qu'elle ne tire pas le pied des gens, il faudrait que nous puissions décrypter la tension sociale et que nous parlions, parce que si on ne se parle pas, on n'aura rien à gagner. On va en venir en toute fin d'échange à, je sais pas, cette forme d'ingratitude que vous tentez de soulever de la République vis-à-vis de la dame, vis-à-vis de ce grand nom. Mais avant, Laurent Delors-Faton, vous souleviez tout à l'heure toute la bravoure, la témérité. Vous êtes allé jusqu'à faire usage de concepts sémantiques provocatrices. Vous êtes allé jusqu'à dire qu'elle est à la limite têtue. Mais qu'est-ce qui justifie ce courage de Mémé Rosine Soglo, selon vous? Est-ce sa casquette d'ancienne première dame? Est-ce son âge? Est-ce, je ne sais pas, sa qualité? Il faut remonter dans son histoire personnelle. Elle est issue d'esclaves revenus, Viera. Il y a en tous les Agoudas une révolte face à leur destin. Vous allez voir cette révolte dans les États, en Amérique, un peu partout. Ils sont tous révoltés, ils ont quelque chose à revendiquer ou bien à arracher. Et c'est en eux. C'est le parcours de leur histoire à travers l'Atlantique et le retour qui les a un peu révoltés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre conscience. Mais d'où elle vient? Elle vient du Bénin. Et nous avons une histoire. C'est-à-dire que quand vous prenez l'histoire avant l'esclavage et après l'esclavage, vous venez maintenant cette dame qui a eu la chance de rester en Europe et de vivre le cauchemar des nègres en Europe et qui revient dans son pays et qui voit la situation sociale dans son pays, naturellement elle a une révolte qui ne peut que la mouvoir, la motiver. Mais j'ai fini par comprendre que au-delà de la révolte, maman était, je dirais, prise entre deux pièges. Elle avait un amour fou pour sa patrie. Elle aime son peuple, elle aime le pays. Mais elle avait un amour aussi fou pour ses enfants, pour sa famille nucléaire. Et elle n'a jamais réussi à faire la démarcation. Je me souviens d'une phrase que Mandela a écrite dans son livre « Une longue marche vers la liberté ». Il disait « J'ai épousé la nation et laissé la famille ». Elle n'a pas su à un moment donné que son destin est devenu un destin national et qu'elle devrait sacrifier le destin familial. Toute la problématique de maman était restée là. Elle n'a jamais su sortir de cet engrenage. Et cet engrenage qui a fait que sa témérité, elle est liée à son histoire, à son amour pour son peuple. Parce que, vous voyez, elle a créé une ONG dont le nom est assez significatif. Vidolé. Vidolé. Alors pour elle, l'enfant est sacré. Et ce n'est pas ses enfants, parce qu'elle a parcouru tout le Bénin pour aller au secours des enfants du Bénin. Ça veut dire qu'elle a un rêve pour son peuple. Elle a une ambition pour la nouvelle génération, pour ceux qui doivent venir prendre la relève après eux, après elle et après son mari et tout. Alors, cet amour qu'elle a pour le peuple, pour les enfants du Bénin, c'est l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Alors, elle n'a pas su savoir sauvegarder les intérêts de Liadi et de Galiou et les intérêts de la nation. Ça fait qu'à tout moment, elle est tirée entre les deux et personne pratiquement n'arrivait à la comprendre et on a tendance à la juger à l'aune de ses intérêts familiaux, alors qu'on devrait peut-être lui pardonner cette faiblesse humaine qui fait qu'elle n'a pas su. C'est que toute sa force venait de cette histoire, de cet amour grand. Parce qu'il faut aller voir ses propos à l'Assemblée. Qu'elle défend certains principes, elle était prête à tout sacrifier. Ah oui. C'est des principes, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, c'est des principes fondamentaux de la démocratie sur lesquels elle ne lésine pas. Et même son mari, elle n'a pas hésité quelquefois à dire, à faire des critiques vives envers son mari sur certaines considérations de la gouvernance. Et quand vous voyez, vous dites, c'est une dame exceptionnelle. Et son parcours, au lieu de chercher à faire des louanges, il faut faire deux. Autant la critiquer pour ses faiblesses, pour qu'elle puisse, ses faiblesses permettre à la nouvelle génération de savoir corriger. Quand vous faites le pacte avec le destin social, le destin commun,
vous devez savoir que vous sacrifiez obligatoirement le destin familial. C'est inédit. On ne peut pas associer les deux. Soit vous acceptez d'être comme ma maman. Elle n'a pas allé à l'école, mais comme nos mamans, certaines de nos mamans qui sont restées dans la famille et ont assumé pleinement le rôle de mère de famille, où vous allez dans l'espace public, vous sacrifiez la famille de manière inconditionnelle. C'est ce qui a fait maman, et c'est cette rage qui fait qu'elle n'avait peur de rien. Et tous les acteurs politiques disaient, au-delà de ce qu'on voit en elle, qu'on l'apprécie, on sent qu'automatiquement elle veut protéger aussi. Et c'est justement ce qui a fait d'elle la grande incomprise. Elle est restée une incomprise tout le temps, alors qu'on doit quand même faire cette part. Parce que vous savez, on peut se poser une question. Et si c'était Rosine la présidente? Et si c'était elle la présidente et non le second Soglo? Que se passerait-il? Serait-elle restée dans la même posture? Et pourquoi en 1996 n'a-t-elle pas demandé la violence ou la guerre civile comme l'avait eu ailleurs? Parce que le pouvoir qui se perdait en ce temps était un pouvoir qu'on pouvait conserver. Parce qu'on se souvient des résultats où on a dit qu'on a annulé 400 000 voix par la Cour constitutionnelle et on savait. Alors si elle tenait tellement à l'intérêt familial comme on aurait cru, elle pouvait demander à ce que son mari ne quitte pas le pouvoir. On a vu ce cas ailleurs. Et c'est que ça a dégénéré. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà de tout, on doit avoir un peu de réserve par rapport à elle et être assez clémente. Mais partir d'elle pour donner de nouveaux repères à la nouvelle génération, mais celles qui sont là aujourd'hui, celles qui vont venir, à savoir quand vous faites le pacte républicain, le pacte social dissous. Et ça, c'est la lecture du chercheur, hein, de l'enseignant-chercheur. C'est la lecture du politique, les deux mélangés. C'est ce mélange qu'il se refusait tout à l'heure au niveau de Mémé. Comment l'écrivain peint-il le parcours de Mémé Rosine Soglo? Je voudrais faire le même exercice que le docteur. Et je pense que quand elle est souvent en colère ou quand elle prend la parole, elle dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Il faut dire le contexte de 1972 où le Bénin était l'enfant malade de l'Afrique. Il y avait le problème économique, il fallait faire l'assise. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, qui ont vécu aussi dans d'autres démocraties et qui ont vu faire ailleurs ce qui se passe du bien. Et ici, on est dans un pays où on a vu un modèle qu'on veut copier, qu'on veut imiter, mais on fait tout le contraire dans la pratique, mais le discours est outre. On ne peut qu'aller devant la scène pour pouvoir défendre sa bravoure, sa constance dans le débat. Moi, je ne pense pas qu'elle n'arrive pas à concilier l'amour de la famille, du peuple. Elle a réussi à faire les deux en étant sur la scène politique et en gardant aussi ses enfants tels quels. Elle a pu réussir à travailler sur la scène politique. Face à l'intérêt de ses enfants, hein, c'est maman qui s'affiche et non la politique qui devrait défendre l'intérêt national. Mais demandez si on arrête... si quelqu'un kidnappe votre enfant maintenant, on va finir l'émission, à moins qu'on vous informe. Donc ça c'est l'humain. La fibre maternelle. Oui, mais cette fibre maternelle ne doit tout le temps être affichée, elle ne doit pas prendre le dessus, le devant, ne doit pas... Moi, je n'ai pas vu cette fibre-là prendre le dessus outre mesure. Si, partout. On peut sentir... Que ce soit au Parlement, que dans les débats politiques ordinaires. Donc, elle a su garder le flambeau de la femme battante, de la femme depuis 90, bon. Depuis que le Bénin a connu son indépendance, on n'a vu aucune première dame jouer son rôle, et être vraiment devant la scène, être à l'Assemblée où le grand lieu de la politique et de la démocratie et participer jusqu'à la dernière minute à la revendication de la liberté sociale et de la liberté politique. Donc je pense que c'est une dame qui, au-delà de tout, mérite hommage et mérite d'être reconsidérée. Pourquoi ne pas créer un musée en son nom pour l'honorer davantage,
pour que, comme les chercheurs sont ici, les docteurs, travailler et faire sortir des œuvres de qualité, des œuvres d'esprit, pour permettre à la jeune génération d'apprendre à sa source, de voir son parcours réel, de voir ce qu'elle défend, ce qu'elle est, ce qu'elle fut pour la nation, et ce qu'elle pense que la nation devienne, et pour que nous puissions nous inspirer davantage. Parce que dans tous les débats, elle souhaiterait que la démocratie règne, le bien-être social. Elle n'a pas vu l'intérêt personnel, comme le dit le docteur. En 91, on ne peut pas être au pouvoir et perdre le pouvoir. On peut manigancer par toutes les manières. Mais puisqu'elle a vécu dans de grandes démocraties, elle dit pourquoi ne pas laisser et puis peut-être après se racheter, même si ce n'est plus jamais revenu. Donc c'est une figure emblématique qu'il faut défendre et soutenir pour que ça puisse nous permettre d'apprendre et d'apprendre davantage. Et cet échange sera, je dirais, la première partie. On pourra y revenir, on pourra revenir sur la carrière de cette grande dame, de ce grand nom de la politique béninoise. Mais qu'a-t-elle laissé pour la postérité? Pour finir, elle a laissé Dr. Faton. Pour la postérité le sens du combat et l'amour de la patrie. Mais elle a laissé un message aux femmes. Savoir être aussi mère malgré tous les combats. Parce qu'il y a une tendance à vouloir cesser d'être mère parce qu'on devient importante. On devient important quand les femmes. C'est vrai. Elle a laissé ce message. Elle a laissé un message à la nouvelle génération de femmes qu'il faut savoir s'adapter à son contexte. Je ne prendrai pas dans les coulisses, dans les débats de coulisses, mais maman savait s'adapter à son contexte. Elle savait à des moments donné jouer le jeu des hommes pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est une leçon que les femmes, les jeunes femmes qui s'engagent doivent chercher davantage à comprendre. Je ne rentrerai pas tout dans les détails, mais je ne voudrais pas finir cette émission, parce que vous avez la dernière question. Oui. Je ne veux pas finir sans poser une inquiétude. Pourra-t-on rendre un hommage mérité national à maman Rosine Vera Soglo sans la présence de Ganiou Soglo et de Liadi Soglo et de Boni Yahi? Chacun répond à la question. Liadi va-t-il inhumer à distance sa maman? C'est, si je comprends bien, votre question que vous posez de manière insidieuse. Je la reprécise. C'est pareil pour Boni Yahi, pareil pour Boni Yahi aussi. Tant mieux. Votre question reste intacte. Pour les deux. Et on continue de suivre l'actualité, on pourra y trouver réponse, qui sait? Je sais que la réponse inquiète tout le monde. Pour finir. Au-delà de ce que le professeur demande, je ne poserai pas des inquiétudes, mais je formulerai des souhaits. Je souhaiterais que, à l'inhumation, dernier hommage, et il faudrait que Ganiou Soglo soit présent, Liadi Soglo soit présent au Bénin. Et pourquoi pas Dr Boni Yahi. Ganiou, aucune charge ne pèse contre Ganiou. Non, avec l'atmosphère et être fusillé à un moment donné, on a peur de circuler, d'être en liberté. On n'est pas Afghanistan. Donc je souhaiterais que avant l'inhumation, on redescende toute la balle pour que tous nos amis qui sont en exil, tous nos frères qui sont en exil, tous ceux qui ne peuvent pas faire le deuil de leur mort puissent revenir au pays et en convivialité, on puisse retenir d'elles qu'après son... Vous parlez de tous les frères, mais ce ne sera pas quand même une occasion pour disculper tout le monde. Ce ne sera pas un alibi pour vous. Qu'est-ce qu'on leur... sorti faire l'émission. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Bien que je me suis refusé de faire l'émission. Et des événements qui changent toutes les données. Donc voilà, il a le la question de Dr Laurent Delors-Faton reste posée. On verra comment tout cela va évoluer. On aura le temps d'y revenir aussi. Pourquoi pas, on saura bientôt quelles sont les dispositions qui seront prises au plan national, d'abord au plan familial et au plan national. Que fera l'État? Quelle sera la part de l'État? Et on attend les grosses décisions, non seulement au sommet de l'État, mais du côté de la famille Soglo. Merci Laurent Delors-Faton pour la disponibilité, pour la particularité de votre décision prise ce matin. Voilà, et j'espère que ce le sera, ce sera continu.
Je ne pense pas encore. Merci Julien Kansou-Kandé, l'homme à la plume fertile qui nous pond, je dirais, un test par jour depuis quelques temps, hein, des tests parfois aux allures de réquisitoires, des tests corrosifs, parfois doux mais rares. Bonne journée. Merci beaucoup. Et que votre plume fleurisse davantage. Bonne journée.